je m'appelle Corazon Namurao. Nous sommes le 14 juillet 1966. J'ai 23 ans. Je viens de Philippines et je vis aux États-Unis dans le cadre d'un échange scolaire pour mes études d'infirmière aux côtés de 2 camarades de mon pays. Cette nuit-là, j'ai failli mourir. Cette nuit-là, mes 8 camarades et amis ont péri dans d'atroces souffrances. La folie et un lit m'ont sauvée. Je suis une survivante. Notre bourreau, cet homme, s'appelait Richard Speck. Il était né pour déchaîner les enfers. Vous écoutez Medicine City, le podcast de True Crime médical francophone. Nous explorons ensemble les recoins les plus sombres de la cité médicale humaine. Je suis Falciparum. Et moi, je suis Bloody Nurse. Nous sommes mariés dans la vraie vie pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes de grands amateurs de podcasts. Nous avons décidé ensemble de nous lancer dans cette aventure. Je suis préleveuse de sang professionnelle, fan de transfusion et enquêtrice amateur. Et moi, je suis médecin professionnel. Et comme Bloody Nurse, également criminologue amateur. Alors, si vous souhaitez nous entendre vous raconter les crimes, les scandales ou encore les affaires les plus sordides de la médecine, vous êtes ici chez vous. Je vais de suite faire une mise en garde pour vous, chers auditeurs. Compte tenu des sujets abordés, nous ne recommandons pas l'écoute de ce podcast à un public non averti. Nous essayerons de vous prévenir des moments les plus difficiles, même si l'idée n'est pas de faire dans le sensationnalisme. Ou le partage de recettes funestes. Non, ça c'est sûr, c'est pas un blog de cuisine ici. Mais sur ce Bloody Nurse, ne serait-il pas temps d'enfiler nos blouses, nos stétos, et nous plonger dans l'univers aussi fascinant que sombre de la santé médicale humaine et de ceux qui la pratiquent ? Allez, Falciparum, allons-y. Mais juste avant, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux, nous laisser des likes et surtout des commentaires. Oui, ou encore de nous rejoindre sur notre Patreon où vous trouverez des contenus bonus additionnels au fur et à mesure des épisodes et des saisons. Mais sur ce, je crois qu'il est temps de passer les portes de la ville. C'est parti. Et bonsoir à tous, comment ça va, Falciparum ? Eh ben écoute, ça va très bien. Ravi d'être de l'autre côté de l'ordinateur et de t'écouter nous raconter une histoire cette fois-ci. Après les 3 premiers épisodes où c'était moi qui m'y collais. C'est ça, c'est mon premier épisode. J'ai un petit peu le trac, parce que je ne vais pas raconter l'histoire de la même façon que toi. Et peut-être pas aussi bien raconter que tu sais faire. Mais bon, on verra bien, ça peut plaire quand même, on verra. Chacun son style, chacun sa méthode, chacun sa manière. C'est ça. Dans la vie, on est complémentaires, il n'y a pas de raison que dans le podcast, on ne le soit pas. On verra. C'est mignon. Oui, puis en plus, cette histoire-là qu'on va conter, que je vais vous conter, est un peu sordide. Elle me touche un peu particulièrement parce qu'en fait, les victimes ici ne sont pas dues à l'œuvre de soignants, mais ce sont les victimes, les soignants. Les soignants sont les victimes, pardon. C'est-à-dire qu'on inverse, on ouvre un autre chapitre dans Medicine City, on inverse complètement et on va étudier notre première histoire où les soignants sont malheureusement victimes des circonstances et des humains qui sont... parfois un peu pas trop gentils. Pas trop gentils. Je connais pas cette histoire vraiment, je pense voir laquelle c'est. J'ai pas eu la curiosité, je suis pas allé jusqu'au bout de la curiosité, pourtant le conducteur était posé sur la table et j'aurais pu le lire, j'aurais pu voir. Mais je t'ai laissé la primeur de me raconter l'histoire et de m'en faire un petit peu la surprise. Même si je pense, tu me diras si je me trompe, que je l'ai sans doute déjà entendu dans un podcast de notre ami Ars Moriendi. Ouais. Il la raconte d'une façon vraiment exceptionnelle. Vraiment, il y a... Alors, Ars Moriendi, c'est un des podcasts qu'on aime beaucoup. Et il est doué pour raconter les histoires et vraiment, il a un vrai talent d'écriture et d'interprétation. Ah ouais, complètement. Vraiment, ça prend aux tripes, quoi. Vraiment, c'est assez extraordinaire, quoi. Mais voilà, donc je pense que j'ai déjà eu cette histoire dans les oreilles il y a un peu longtemps et pour le coup je vais la réentendre avec plaisir ou pas, on verra, parce que ça a pas l'air d'être une histoire très sympathique. Non, là on va parler d'étudiantes infirmières, comme toutes les étudiantes infirmières, ou comme beaucoup, elles ont la jeunesse, elles ont envie d'apprendre, elles sont pleines d'empathie, elles sont prêtes à soigner, à s'occuper de leurs patients, voilà quoi. Donc t'es dans la folie de ta jeunesse, tu commences un métier technique,
très relationnel, t'as envie d'y aller, quoi. Donc, tu t'es pas prêt... bon, on n'est jamais prêt à mourir à 20 ans, hein, c'est pas ça. Mais voilà, c'est touchant parce que, en plus, voilà, j'ai moi-même été étudiante infirmière. Il n'y a pas longtemps, Je t'ai rencontré en tant qu'étudiante infirmière. Tout à fait, fin de première année. Et on était jeunes et fous à l'époque. Et il y a 2 semaines, j'ai revu une de mes anciennes étudiantes infirmières qui est venue en vacances à La Réunion. Ça faisait 1 an et demi qu'on s'était pas vus. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs, c'est Manon. Et Manon, c'est ma collègue, donc ça fait bizarre. Et comme j'étais en train d'écrire l'épisode, si tu veux, ça m'a fait... tu vois, quand je la regardais, je me dis, ah ouais... c'est pratique d'habiter là où les gens vont en vacances. Pardon ? C'est pratique d'habiter là où les gens vont en vacances. Ben oui, puis en plus, je vais revoir bientôt un autre ancien... collègues et amis, normalement. Bref, assez de bavardage et de nostalgie. On y go d'agneau, falciparum ? Eh ben oui, on va essayer d'y aller. Allez, c'est parti. Donc pour débuter cette histoire, avant de tout commencer, je vais vous faire un bref résumé quand même, vraiment rapide de l'histoire afin de vous situer. Les détails, je les donnerai après. Donc, dans la nuit du 13 au 14 juillet 1966, un criminel, Richard Speck, s'est introduit dans une maison du 2319 East 100th Street, excusez pour mon anglais, dans le quartier de Jeffery Manor à Chicago, aux États-Unis. Cette maison était un dortoir mis à disposition par le South Chicago Community Hospital, où 9 étudiantes infirmières logeaient. 3 d'entre elles étaient philippines, en études d'échange infirmière, et les 6 autres américaines étaient en études. Sur les 6, il y en a 3 qui étaient diplômées déjà, mais qui s'auto-formaient dans cet hôpital. Et puis c'est le côté pratique de vivre encore dans le dortoir commun, où je pense, l'ambiance est un peu meilleure, les loyers sont meilleurs marché, dans une ambiance où finalement t'es rassuré d'être avec des camarades en fait. Je sais pas si ça se fait très souvent en France, mais je sais que moi mon école d'infirmière, on avait l'internat avec les chambres des internes au-dessus, quoi. Sinon il y a souvent des colocations étudiantes. Oui, finalement dans les professions étudiantes comme ça, il y a assez souvent ça. Bref, le soir donc du 13 juillet, vers 23h, Richard Speck s'introduit dans l'idée de commettre un cambriolage dans cette maison. Il ressortira de cette maison 5 heures plus tard, laissant 8 jeunes filles mortes dans d'atroces souffrances. Wow. Ouais. Et 5 heures, 8 morts. Ouais, 5 heures, 8 morts, c'était un bon rendement. D'accord. Et une seule survivante, dont il avait probablement oublié la présence, due à la folie du moment de tuer beaucoup de monde comme ça. Donc la survivante, Corazon Amurao, fera de son bourreau un portrait robot et une description d'un tatouage particulier qu'il avait sur son bras gauche, il me semble, où il y avait écrit « Né pour déchaîner les enfers ». C'est de là que vient le titre. D'accord. Donc il a signé son crime avec une particularité physique très distinctive, quoi. C'est ça. À partir de portrait de robot et de la description du tatouage, il aura fallu que 2 jours pour le rattraper. Ah oui, ouais. Donc on est sur une timeline extrêmement courte en fait. Très 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 rapide. L'histoire en elle-même peut être racontée en 5 minutes, mais il y a tout un déroulé depuis le début de sa vie, si tu veux, avant d'arriver là où il en est arrivé, quoi. Pour mettre un petit point de contexte sur sa psychologie, son mode de fonctionnement. C'est exactement ça. Et peut-être s'il a commis d'autres crimes avant, tu vas nous raconter, je suppose. Vous verrez ça. Parce que quand même, pour se dire, tiens, je trucide 5 jeunes femmes en l'espace de 5 heures dans un seul et même lieu. Alors après, comme ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est un massacre à la Columbine, en fait. On est aux États-Unis, les armes à feu, un certain nombre de morts dans un petit espace. Ça me fait penser à ce genre de tuerie de masse avec l'arme automatique, mais... Alors, c'est pas à l'arme automatique pour lui, mais on est sur, selon les médias de l'époque, en 66, apparemment, ça aurait été le ou l'un des premiers meurtres de masse aux États-Unis. D'accord. Donc, probablement le premier, mais ça, je peux pas te l'assurer à 100%, parce que j'avais des données un peu contradictoires. Est-ce que c'est le premier, le deuxième, le troisième ? J'avais pas... Donc, du coup...
Un des premiers en tout cas. Premier d'une très 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 longue série, hein, parce que la série est en cours et vraiment cliché. Je vois bien, ouais. Voilà. Donc je vais commencer par vous situer un petit peu le lieu. Après vous aurez fait un petit topo rapide de l'histoire. Donc l'histoire se déroule dans la ville de Chicago en 1966. Alors on va aller un peu partout aux États-Unis, mais l'histoire va commencer à Chicago. L'histoire a littéralement choqué l'Amérique, comme ils aiment bien être choqués. Bon, après, c'est choquant quand même comme histoire. Hein. Et le procès a été vraiment extrêmement médiatisé. Tu vas voir que ça va avoir une importance, cette médiatisation, sur le procès après. D'accord. Ouais. Donc, un petit peu pour vous situer, Chicago, c'est une ville sous tension en 1966. Déjà, Chicago, oui. De base... C'est pas connu pour être très serein. Oui, on pense au Chicago des années 30, la prohibition, la mafia, les règlements de compte à l'arme automatique, et puis je pense que dans les années 60, ça a pas dû s'améliorer comme histoire. Non, alors en fait il n'y a plus la prohibition, mais je pense que c'est une ville qui a toujours été un peu sulfureuse, en tout cas telle que je la vois, telle que je la pressens. Toujours, hein. C'est mieux qu'à son apogée, mais c'est toujours extrêmement violent. Donc en 1966, on a une ville d'environ 3 millions d'habitants. On recense 109 524 crimes, tout confondu, hein, les vols à main armée, vols de voitures, de maisons, viols, tout est... Mais ceux qui sont uniquement déclarés à la police, bien évidemment. On a 510 homicides en 1966, sachant qu'en 1965, on en avait 400. Donc on a fait un bond de 110 homicides en plus. Plus 25%. Et donc ça fait, on est sur un et demi, oui, tous les jours, quoi. C'est ça. Donc on a un bond conséquent quand même entre 65 et 66, tout en sachant que on peut faire une petite comparaison. Du coup, j'avais fait un peu mes calculs. On enregistre donc 3,65 crimes pour 100 habitants. Mmh. En comparaison, à la même année, à New York, on avait un taux de 2,8 crimes pour 100 habitants, sachant que New York comptabilisait à peu près, c'est une estimation, 7,8 millions d'habitants. Oui, on est sur les grosses villes mondiales à l'époque, parce que la population mondiale a beaucoup cru entre les années 60 et maintenant. Et 3 millions d'habitants, c'était déjà une grande ville, une très grande ville. On a déjà quand même une grosse différence de crimes entre Chicago et New York qui est quand même beaucoup plus gros, quoi. Là, je te dis, moi, j'ai cette image d'une ville assez sulfureuse, quoi. Ouais. Donc, on peut dire que la ville n'avait pas du tout sécuritaire. Et juste pour le petit aparté, l'apogée de la criminalité à Chicago, c'est 1990. Après, ça commence à décliner un petit peu, même si c'est toujours important. Le contexte de l'époque et du lieu est posé. Je vais vous parler de l'auteur du crime. Donc, le personnage principal, Richard Speck, qui est né en 1941 à Kirkwood, dans l'Illinois. Donc, c'est, il me semble, à peu près 1 heure de Chicago. Oui, on est dans la région des Grands Lacs, là-haut, au nord des États-Unis. Tout à fait. Il est le fils de Benjamin Franklin Speck et de Mary-Margaret Carbaugh. Ensemble, ils ont 8 enfants. Richard est le 7e de la fratrie. Il a une petite sœur, Caroline, qui, elle, est née en 1943. Entre lui et sa sœur Caroline, il y a un petit écart. Par contre, avec les 6 autres enfants, il y a un très grand écart, une très grande différence d'âge. Ah oui, il y a eu une pause ? Ouais, il y a eu une petite pause. Mmh. Son père était... C'était la guerre, c'est pour ça ? Je sais pas, j'ai pas les détails, ça je peux pas te dire. Après 41, quand il est né, les États-Unis étaient pas entrés dans le conflit en 41, donc. Oui, après il y a eu les difficultés aussi. Ouais, sans doute, ouais. Financières. Son père, il faisait quoi, lui ? Donc son père était emballeur chez Western Stoneware à Monmouth, qui est aussi dans l'Illinois, pas très loin de. Emballeur ? Oui, emballeur. Il emballait des cartons. Ah oui, il faisait, d'accord. Je crois qu'il faisait des balles de paille, tu sais. Ah non, pas du tout. D'accord. Non. Ok. Et après avoir travaillé, avant ça, il était agriculteur et bûcheron. Voilà. Okay. Donc c'est quelqu'un qui est manuel, quoi. Manuel. Mmh. Alors, sa mère était religieuse et abstinente. Alors, dans abstinente... ils ont fait 8 enfants, quand même. Alors, on n'imagine pas abstinente dans le sens on fait pas d'enfants, on fait pas de sexe, tout ça. Oui, parce que là, ils se sont un peu loupés, quand même. Non, ils se sont loupés. Non, moi, j'imagine faudra qu'on leur explique des trucs, hein, quand on est un podcast médical, quand même. J'imagine qu'ils entendent... Blue Dinners, comment on fait des enfants ?
Arrête. Vas-y, je te laisse continuer. Donc, quand on dit abstinente, on entend par là une vie disciplinée et sans excès, sous la morale religieuse. Voilà. C'est une quaker. Oui, sûrement. Je ne connais pas ce terme, mais j'imagine que oui. Bah, tu sais, c'est les hyper religieux. Oui, bah, ça je vois, mais je savais pas qu'ils avaient un nom, quoi. Tu sais qu'on a prévu Comme les Mormons. Oui, on a prévu de faire un épisode sur pourquoi on mange des céréales le matin et qu'est-ce qu'il y a eu comme dérive par rapport à ce genre de choses. Ça va être sympa. Mais je vais pas tout spoiler trop les Quakers. Donc, Richard Speck, il vit une enfance très stable jusqu'à la mort de son papa en 1945. Donc, il avait que 6 ans. Son père est mort, il avait 53 ans, il est mort d'une crise cardiaque. Et on n'a pas trop d'informations sur l'impact psychologique que ça a eu, mais bon, quand tu perds ton père à 6 ans, apparemment il était très très proche de son père aussi, ça peut avoir un impact psychologique. Après, dans les grandes fratries comme ça, souvent les plus grands finissent par élever un petit peu les plus petits, et que s'il y avait une grande différence d'âge, probablement que les grands étaient déjà suffisamment grands pour pallier un peu, non ? On n'a pas les détails de la vie de famille, on n'a pas les détails. Ok, d'accord. On a des détails, mais pas sur ce type de choses. Ou alors je les ai pas trouvés. Ok. Donc sa mère se remarie 3 ans après, le 10 mai 1950, avec un homme qui s'appelle Carl Lindbergh à Palo Pinto au Texas. Donc là, on déménage. Et on va complètement au sud. Ouais, on traverse complètement les États-Unis. On traverse les États-Unis de nord au sud. Donc c'était un homme alcoolique, contrairement à son père qui lui ne l'était pas du tout. Il était violent aussi. Cet homme était un vendeur d'assurance itinérant au Texas avec un casier judiciaire long de 25 années d'expérience, allant de la contravention à la conduite en état d'ivresse. Une belle personne, dis donc. Exactement. Alors avant que tout le monde suive au Texas, Caroline et Richard, donc les deux derniers, restent chez leur sœur aînée, pas leur sœur aînée, une des sœurs, qui elle s'était mariée entre-temps, qui était restée du côté de Chicago. Sarah Thornton, elle s'appelle. Ils ont fini leur année scolaire, puis rejoignent le reste de la famille dans la campagne de Texas. En 1952, à l'âge de 23 ans, son frère aîné meurt dans un accident de la route. Ça n'aide pas non plus à être serein dans sa vie. En 1951, la famille redéménage à East Dallas, au Texas, où elle vit dans la pauvreté et elle change d'adresse 10 fois en 12 ans, et souvent dans des quartiers pauvres. Donc on a une famille qui n'est pas du tout stable et qui vit dans la pauvreté. Donc en général, c'est accompagné de... Oui, mais ça suffit pas pour devenir psychopathe. Non, mais t'es pas dans un environnement hyper serein pour se développer, voilà. C'est sûr. Bon, même si tous les gens qui vivent dans des conditions comme ça ne deviennent pas psychopathes, heureusement. Oui, et puis à l'inverse, tu peux avoir une famille plutôt aisée ou plutôt mieux lotie, et puis finalement devenir psychopathe. On l'a vu avec Marcel Petiot. Tout à fait. Donc l'ivresse récurrente, les violences verbales et l'absence de son beau-père, puisque du coup il était vendeur itinérant d'assurance. Là, vraiment il détestait son beau-père. C'est vraiment quelque chose, il le haïssait, l'alcool, tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'il détestait. La recomposition de la famille n'a pas marché, quoi. Non, ça n'a pas marché du tout. Donc du coup, dès l'adolescence, Beck va développer un comportement très problématique. Il va commencer à boire, alors qu'il déteste ça, à 12 ans. Et c'est un ivrogne quotidien à 15 ans. Il va avoir peur du regard des autres, il refuse de porter ses lunettes par exemple, ce qui le handicape beaucoup à l'école, donc ça ne va pas l'aider non plus à avoir de la culture et à l'aider à faire des études, on va dire. Il va redoubler sa 8e année, qui correspond à la 4e en France. Ok. Et en 1957, Speck commence la 9e année, donc la 3e en France, qui est pour les Américains le début du lycée. Nous, c'est la fin du collège, c'est le début du lycée. Il commence donc sa 9e année dans un lycée technique. Et en fait, au bout de 3 mois, il abandonne complètement l'école. Dès le 2e semestre, il a 16 ans à cette époque-là. Donc il a des problèmes de comportement, il se déscolarise et il a des problèmes familiaux. Ouais, c'est ça. Pour information, en 1955, quand il a 13 ans, donc on revient un petit peu en arrière, mais après le début de
décente, on va dire. Donc il est arrêté pour la première fois pour violation de propriété. Et pour lui, à partir de ce moment-là, ça sera le début d'une longue série de délits mineurs au cours des 8 prochaines années. D'accord. Jusqu'à... Donc en plus des petites problématiques qu'on avait avant, il entre un petit peu dans la délinquance commune. Donc là, on va parler un petit peu des années de petits crimes et d'errance. Donc on va aller de 1958 à 1965 à peu près. Donc il enchaîne les arrestations, les petits boulots. Il a quand même des petits boulots, il arrive quand même à vivre un petit peu et à vivoter avec ça. De 1960 à 1963, il va travailler comme ouvrier à 7-Up. Les boissons? Oui, les boissons 7-Up à Dallas. Ah, je pensais pas que ça existait déjà dans les années 60. Eh ben moi non plus, j'ai appris ça avec en regardant l'histoire. Ça fait une éternité que j'en ai pas vu du 7-Up en plus. Oui. C'était bon, ça, c'est de la limonade. Oui, c'est de la limonade. Ouais. Mais très sucré. Ouais. Il est arrêté des dizaines de fois pour vol, agression, trouble de l'ordre public. Rien de bien exceptionnel pour ce qu'on imagine de tous les petits crimes qu'il aurait pu commettre. On n'est pas encore dans le crime. Non, on n'est pas encore vraiment dans le vrai crime. On sait s'il a déjà commencé à trucider des petits chats ou pas? Alors pour les petits chats, les petits oiseaux, les petits asticots, tous les petits trucs animaux, non, il n'y a aucune donnée. Ah ok. D'accord. C'est pas s'il a le parcours classique du psychopathe. Non, c'est pas remonté. Mais par contre, le parcours de la violence va aller. J'imagine que ça va. Ouais. Donc du coup, en octobre 61, à la foire d'État du Texas, il rencontre une jeune fille, Shirley Malone, 15 ans. Après 3 semaines de relation, elle tombe enceinte. Il a 20 ans quand même à la base. C'est ça. Et du coup, il se marie. C'est pas très très légal, même en 1961, je pense. Je sais pas. Hein. Pas sûr, hein. Ils peuvent se marier tôt, là-bas. Même en 1960. Hein. Ouais, je sais pas. Bon, il est quand même à la limite du détournement de mineurs à minimum. Ouais, bon, dans tous les cas, ils arrivent à se marier le 19 janvier. Ouais. Donc à un moment donné, c'était pas complètement interdit non plus, tu vois. Ouais. Alors, le 19 janvier 62, je précise, du coup. Donc les deux vivent avec sa sœur Caroline, qui elle s'est installée avec son mari du côté de Dallas, du coup. Et la mère aussi, qui est présente avec le couple et les deux couples, puisqu'en fait elle s'est séparée de... Donc ils ont fait une coloc en fait. Ouais, ils ont fait une coloc. Et sa mère en fait elle s'était séparée de beaucoup trop de colocs Lindbergh. dans cette histoire. Il y a beaucoup trop de colocs dans cette histoire. La dernière coloc sera moins marrante. Donc son ex-mari, ils se sont séparés. Lui, il est parti vivre en Californie. Chacun fait sa vie de son côté. À ce moment-là, Richard a arrêté d'utiliser le nom de famille de Lindbergh et a repris son nom Speck, qui était celui de son père biologique. Il a une fille. Il avait envie d'honorer ce nom et de le passer à la postérité, ce qu'il va réussir à faire. C'est ça, exactement. Sauf que son père il avait l'air d'être un gars un peu plus sympa quand même. Il a une fille qui naît le 5 juillet 1970, qui s'appelle Robbie Lynn Speck. Sauf qu'il n'a pas vu la naissance de sa fille, puisqu'en fait, à ce moment-là, il purge une peine de prison de 22 jours pour une bagarre entre ivrognes à McKinney au Texas. Donc déjà, bel accueil pour sa fille, c'est sympa. Ouais, à cet âge-là, ils s'en rendent pas compte. Oui, c'est vrai, peu importe. Du coup, le fait d'avoir une fille, ça l'aide pas à se ranger. Il continue quand même ses crimes. Juillet 1963, à 21 ans, il est condamné à 3 ans de prison pour contrefaçon et cambriolage. Donc pour savoir un petit peu ce qu'il avait fait, il avait contrefait et encaissé son chèque de paye de $44. Ah non, pardon, du chèque de paye d'un de ses collègues de $44, ce qui vaut aujourd'hui $438. Ce qui est quand même pas une somme négligeable. Et il a également volé des cigarettes, de la bière et $3 en espèces dans une épicerie. On commence gentiment à escalader, parce que là on est déjà rendu à 3 ans de prison ferme. Ouais. Puis même là on est sur un niveau, là on est sur du forfait oui, là, qui démontre un petit peu, il faut quand même un peu de jugeote quoi, pour se dire, bon je vais contrefaire un chèque quoi, tu vois. On est sur de la fraude fiscale plus là. Du coup il sera libéré assez tôt, 16 mois après d'incarcération. Il n'a pas fait ses 3 ans. Sur parole, en 1965 du coup. Qu'est-ce que je raconte ? Oui, 1965. Sauf qu'une semaine plus tard, le 9 janvier 1965, il menace une dame qui est sur le parking de son propre immeuble en brandissant un petit couteau à découper de 43 cm. 43 cm 43 cm, 17 pouces pour être exact. C'est une épée, hein. Oui. 43 cm, oui, c'est pas mal quand même. Il aime bien les couteaux.
Il va s'enfuir quand la femme va se mettre C'est quoi, c'est un couteau de chasseur, un couteau de, tu sais, parce que 43 cm. Un couteau à cran d'arrêt. Moi, je vois le couteau de Rambo, là, tu vois. Ouais, moi, je vois le couteau à pain. Mais c'est plus long. Oui, non, mais sur la taille, oui, j'imagine le gigantesque couteau de Rambo avec le cran d'arrêt et comment s'appelle ce type de couteau militaire là? Je ne sais plus, mais oui, ce genre de couteau énorme en fait. Knife 10, c'est ouais. Bon, bah écoute, c'est pas. Mais 43 cm. Yusolong, ça s'appelle. D'accord. C'est un couteau à thon. D'accord. Bon, je trouve ça là sur internet, mais. Bon, en tout cas. C'est une machette. Bah ouais. Ouais, ça ressemble à une machette quand même. Nous, tu vois, on a. Ouais, celle qu'il y a dans le cabanon. On a une machette là pour. On vit sous les tropiques, alors du coup, on a des outils tropicaux et on a une machette qui nous sert à déblayer des végétaux et effectivement, pour moi, ça fait à peu près cette taille-là, quoi. 50 de centimètres. Ouais, c'est ça. Bon, ce qui est pas totalement rien que d'agresser quelqu'un avec un instrument de ce genre-là. C'est juste une menace. Mais ça fait peur quand même. Donc du coup, elle se met à crier, il s'enfuit, mais il est quand même arrêté à quelques pâtés de maison et retourne direct casse-prison pour 16 mois, simultanément à une peine pour violation de ses conditions de libération conditionnelle, bien évidemment. Sauf que, grâce à une erreur judiciaire, il est libéré après seulement 6 mois, le 2 juillet 1965. Parce que finalement, quand tu m'as présenté au départ, tu m'as parlé de 66. Donc oui, il pouvait pas faire. Enfin, s'il avait purgé sa peine, il aurait pas pu trucider un an plus tard. Exactement. Le temps est en train de tourner vite. Tout à fait. Mais là, on a une escalade de violence assez extrême quand même, en vraiment très peu de temps, quoi. Oui, même s'il avait des petits crimes avant, mais là, ça va être. On le voit monter en pression là. Enfin, on le pressent. Donc du coup, il retrouve un travail en décembre 65. Il va être chauffeur pour la Patterson Meat Company, qui porte bien son nom. Et de la viande. On est bien d'accord, meat, c'est viande. Hein. Oui. Et il conduit des camions. Et il aura 6 accidents avec ces camions. Mais il ne sera pas licencié pour ça. Il sera licencié parce qu'il ne se sera pas présenté à son travail. Bah, écoute, chaque entreprise gère sa politique de ressources humaines comme elle le veut. C'est ça. Décembre 1965. Sur recommandation de sa gentille maman, Speck emménage chez une dame, une ancienne lutteuse qui est professionnelle, de 29 ans. Oui, pourquoi pas? Bah oui. Oui, j'étais très surprise quand j'ai vu cette information. Ancienne lutteuse professionnelle, ouais. 29 ans, divorcée, elle a 3 enfants, et elle est barman dans le bar préféré de Speck, en fait, le Genie Lounge. Et en fait, Speck, il est la nounou de ses 3 enfants. Alors, vu le tableau, je crains le pire, Non. Ça va? Non, ça va. Ok. Pas pour les enfants, en tout cas. Ça s'est bien passé pour elle et pour les enfants. Ok. T'as eu peur, là? Disons que je commençais déjà à me faire des projections mentales. Mais ça fait un peu bizarre. Quand on commence à introduire des enfants dans cet environnement-là. Ouais, non, mais parce qu'en fait, c'était son emploi, quoi, sur le moment. Mais c'est un peu Après, bizarre. J'ai des images mentales de vraiment... la barmaid, 29 ans, ancienne lutteuse professionnelle, tu vois, voilà. Alors, faudra que je regarde une photo de Speck. C'est marrant, j'imagine un petit gars teigneux quand tu me le... Tu veux voir une photo maintenant? Non, on verra plus tard. Donc, on arrive en 1966, puisqu'il est rentré pour être nounou, du coup. Et c'est ça qui fait bizarre, parce qu'en fait, nounou, pour une femme divorcée, ça fait vraiment comme une tache, le poil dans la soupe de tout ce qu'il a fait avant, en fait. Donc ça fait vraiment bizarre, en fait. C'est pour ça que je craignais un petit peu quand tu as introduit des enfants là-dedans. Donc du coup, on arrive en 66. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de son ancienne... pas son ancienne femme, il est marié actuellement. Et il se sépare d'avec sa compagne, son épouse. L'ancienne femme en question, c'est celle avec qui il s'était marié, enfin qu'il avait fait un gamin avec qui il a eu un enfant. Ouais. Quand lui il avait 20 ans, elle 15. Ouais, exactement. Shirley Malone. Ça a tenu jusque-là, quoi. Ça a tenu. Ils s'étaient séparés. Et en fait, elle demande le divorce. Oui, d'accord. En 66. Oui, pour officialiser administrativement parlant les choses. Exactement. Ok, je vois. Donc là, on est en janvier. Il poignarde un homme dans le bar dans lequel pour lequel la lutteuse professionnelle travaille.
au couteau, toujours. Il est accusé d'agression aggravée et sa mère, qui est une mère comme beaucoup de mères, paye un avocat pour faire réduire l'accusation à trouble de l'ordre public. L'accusation d'agression aggravée à trouble de l'ordre public. Il est condamné à une amende de $10, soit $94 aujourd'hui, qu'il ne payera pas évidemment, et il restera 3 jours en prison. Ça sera sa toute dernière garde à vue à Dallas, mais ça ne veut pas dire que ça sera son dernier délit. C'est un gars qui a quand même tendance à se balader avec des couteaux, ça. Tout à fait. Okay. Il aime les couteaux, hein, apparemment. Ok. Le 5 mars 66, après un cambriolage d'une épicerie, il vole 70 cartons de cigarettes pour les revendre sur le même parking de l'épicerie dévalisée. Il se fait pas choper à ce moment-là. Il est pas hyper fin. Non, il est pas très fin, non. Ouais. La police remonte sa trace, un mandat d'arrêt a été mis contre lui. Il est pas chopé, mais comment ils savent qu'il l'a vendu sur le parking? Parce que c'est des témoins qui ont dit... Oui, il doit y avoir les témoins et ceux qui ont racheté. Je crois qu'il a utilisé sa propre voiture qu'il a laissée sur place, il me semble. Ah oui, vraiment pas très... Ok. Donc la police remonte la trace et un mandat d'arrêt a été mis contre lui le 8 mars 1966. S'il avait été arrêté, ça aurait été sa 42e arrestation, juste à Dallas. Ah oui, quand même. Ouais. En fait, le gars, c'est la moitié des crimes de la ville de Dallas de cette époque-là. Je crois que Dallas n'était pas hyper serein non plus. Oui, je pense aussi. Du coup, Speck prend un petit peu peur face au risque de nouvelles peines de prison. Donc il prend la fuite. Sa sœur Caroline, dont il était proche, le conduit à la gare routière de Dallas en mars 66 et il part pour Chicago. Il retourne là-bas. D'accord. Cette fuite à Chicago, ça va marquer une nouvelle étape dans son parcours criminel qui va aboutir au massacre des 8 étudiantes infirmières en juillet 66. Donc là, on est en mars, donc ça va être extrêmement rapide. Après quelques jours passés chez sa sœur Martha Thornton à Chicago, celle chez qui il était avant de partir à Dallas, tu sais, pour finir son année scolaire. Ouais, je vois bien. Richard retourne dans sa ville natale, Monmouth, dans l'Illinois. Il loge d'abord chez des vieux amis de la famille et trouve un emploi de ponçage de plaques grâce à son frère Howard, qui était charpentier dans la région. Sauf que, il est violent, il a un tempérament violent et ça refait surface quand il apprend que son ex-femme s'est remariée seulement 2 jours après avoir obtenu le divorce. En même temps, elle l'a pas demandé pour rien comme ça. Elle avait déjà une arrière-pensée, je pense. Probablement. Le divorce a eu lieu le 16 mars 66. Donc, il déménage à l'hôtel Christie dans le centre-ville de Monmouth le 25 mars. À partir de fin mars, montée croissante de crimes et de violences, il traîne dans les bars avec des connaissances. Il est arrêté par la police pour avoir menacé un homme avec un couteau dans les toilettes d'une taverne. Et dans la nuit du 3 avril 66, on a une habitante de Monmouth, Madame Virgile Harris, qui est âgée de 65 ans, qui rentre chez elle vers 1h du matin. À son arrivée, elle tombe sur un cambrioleur armé d'un couteau. L'homme, un blanc d'environ 1m80, parle doucement avec un accent du sud et se montre étrangement poli. Ça l'empêche pas de la ligoter, de lui banter les yeux, de la violer et de saccager sa maison. Ça va, ça reste poli. Ça reste poli. Et il repart avec l'énorme somme de $2,50 qu'elle avait gagné en gardant ses enfants ce soir-là. En gardant des enfants ce soir-là. Mais attends, là pour le coup, il y a une jolie escalade quand même, parce que là on a oui. Effraction, cambriolage, séquestration, viol. C'est la classe au-dessus encore de ce qu'il avait fait jusque-là. On va encore aller un peu plus loin. Agresser des gars avec un couteau dans les bars, bon... Les batailles d'ivrogne, tout ça, ça se voit. Mais là, on est... Par contre, tu vois, je le voyais plus petit. Je le voyais... Enfin, j'ai pas encore vu les images, mais 1m80, ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc là, on va encore monter un petit peu d'un cran sur l'escalade de la violence. Donc une semaine plus tard, c'est assez proche quand même. Le 9 avril, dans la nuit du 9 avril, on a une serveuse, 32 ans, Marie-Catherine Pierce, qui termine son service au Frank's Place, qui est un bar qui est tenu par son beau-frère, toujours à Monmouth. Vers minuit 20, elle quitte l'établissement et elle disparaît sans laisser de traces. Plus de traces, plus de son, plus d'image. 4 jours plus tard, le 13 avril, on retrouve son corps dans une porcherie vide derrière la taverne. Son corps mort? Oui. Parce que... Oui, il est mort. Oui, tout à fait. Oui. Elle a été frappée violemment à l'abdomen, une blessure qui lui a rompu le foie et causé la mort. Ah oui. Bon, voilà. Du coup, voilà. J'avais pas fini. J'ai la réponse à ma question. Ouais.
Donc la police va réaliser une enquête et ils font rapidement le lien avec Richard qui fréquentait souvent le Frank's Place et qui avait travaillé à la construction de la porcherie un mois plus tôt. Donc il connaissait la victime, il connaissait les lieux, il avait... Enfin, je sais pas s'il était sur place ce jour-là. On l'a identifié. Alors, attends. Ouais. Donc la police fait une enquête, ils font un lien avec lui. Et en fait, Richard Park va venir rechercher son chèque de paye à un moment donné à la menuiserie, le 15 avril. Et les policiers vont l'interroger très brièvement. Mais ils ne l'arrêtent pas, ils lui demandent juste de rester en ville pour un complément d'enquête. Donc là, est-ce que c'est son premier meurtre ? Probablement. Attends, quand tu disais tout à l'heure qu'elle a été frappée violemment à l'abdomen et qu'elle a une blessure qui lui a rompu le foie et causé la mort, blessure par arme blanche, blessure coup de couteau ? Oui. D'accord. Parce que du coup, ça aurait pu être une contusion violente externe, mais là, c'est avec une vraie... Oui. D'accord. Donc ce serait peut-être son premier meurtre. Peut-être, ouais. Ok, mais en fait, cette affaire est restée irrésolue ? Pour l'instant, oui. Ah. Tu vas y revenir après ? Non, elle n'est pas résolue. D'accord. C'est pas prouvé que c'est lui. Okay. Pour l'histoire de la dame qui a été de 65 ans, elle, oui, c'est résolu. D'accord. On sait que c'est lui, mais pour l'autre, non. Ok. Bon. Du coup, on lui demande de rester en ville, sauf qu'il va pas attendre les policiers. Le 19 avril, il part. En fait, il a prétexté à l'hôtel, là où il logeait, d'aller à la laverie avec sa valise et ses affaires pour laver ses fringues, sauf qu'en fait, il a pris la fuite. Ok. La police est arrivée à l'hôtel. Le type de l'hôtel leur dit qu'il est parti. Ils vont fouiller sa chambre et en fait, ils mettent la main sur une radio et des bijoux fantaisie qui appartenaient à cette dame de 65 ans, Virgil Harris, et quelques autres objets qui provenaient de 2 autres cambriolages du mois précédent à Monmouth. Ouais, les objets du recel. Exactement. Donc, c'est un homme en cavale maintenant. Il est poursuivi pour agression, viol, vol et soupçonné de meurtre. Mais il n'est toujours pas attrapé. Après sa fuite, où est-ce que va Speck, à ton avis ? Bah, il va retrouver sa famille quelque part. Exactement. Il va aller vivre dans l'appartement de sa sœur Martha au 2e étage, dans le quartier d'Old Irving Park, au nord-ouest de Chicago, où elle vit avec son mari, Jane Thornton, et donc, leurs 2 filles adolescentes. Il quitte pas l'endroit. Il est toujours du côté de Chicago. Ouais. Il est très attaché à sa famille aussi. Donc sa sœur, c'est une infirmière qui est diplômée d'État, enfin Nous, en France, c'est infirmière diplômée d'État, donc bon, voilà. J'imagine que ça doit être à peu près pareil. Et c'est une dame qui travaillait en pédiatrie avant de se marier. Son mari, Jenny, qui était lui aiguilleur ferroviaire, travaillait de nuit. Pour justifier son retour à la maison, parce qu'il n'y avait aucune raison qu'il revienne, normalement. Richard leur raconte une histoire un petit peu rocambolesque. Il a quitté Monmouth après avoir refusé de vendre des stupéfiants pour un syndicat du crime de la région. Est-ce qu'ils l'ont cru ou pas ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est resté chez eux. Après, je pense qu'il y avait une certaine plausibilité au fait que la région était infestée par du syndicat du crime. C'est ça. Après, tu vois, Ars Moriendi, lui, dans son déroulé, il précise que non. Mais du coup, et qu'ils ont envie d'y croire aussi, peut-être aussi. Ok. Donc, son beau-frère, Jane Thornton, est un ancien de la marine américaine, et il pense que la marine marchande américaine pourrait être parfait pour son beau-frère, en fait, qui est au chômage. Qu'il amène donc Richard le 25 avril au bureau des gardes-côtes américains pour demander une lettre d'autorisation pour travailler comme apprenti marin. La demande exigeait que les empreintes digitales soient prises, que les photos soient prises et qu'un examen physique soit effectué par un médecin. Donc, finalement, on a tout de répertorié pour lui. Oui, bah, j'imagine, ouais. Du coup, maintenant. Mais là, c'est la marine marchande, c'est pas... Marine marchande, oui. C'est pas les gardes-côtes. Les gardes-côtes, ils font quoi là-dedans ? Non, c'est eux qui attestent qu'il a le droit de faire ça. Je te parle pas des gardes-côtes, moi. Ah non, c'est pas ça. C'est parce que les gardes-côtes, c'est eux qui délivrent les autorisations pour les bateaux. D'accord. En fait. Et c'est eux qui délivrent des autorisations de travail sur les bateaux, en fait. D'accord. Voilà. Mais voilà, dans l'emploi privé de la marine marchande. Exactement. Ok, d'accord. Mais c'est pour savoir qui sont les gens qui sont sur les bateaux. Donc en fait, ils font la prise d'identité. Exactement, complète.
et médicales. Et c'est là où ils vont matcher les empreintes digitales avec les fichiers de la police? Non. Ben non, parce que ça se passait pas à l'époque. Ça se passait pas, et puis c'était pas la même ville. Oui, Comme mais c'est pour pas ça, la même ville, en fait, pas. ils ont pas matché. C'était des fichiers papier. Donc Speck trouve assez rapidement, je crois que c'est la journée même, du travail, après avoir obtenu la lettre d'autorisation, et il rejoint un équipage de 33 membres du Clarence B. Randall. C'est un cargo de minerais en vrac de classe L6SB1, pour ceux qui connaissent. Et il rentrera dans ce bateau le 30 avril. Donc son premier voyage sur le Clarence B a été très rapide, parce qu'en fait, pendant le voyage, il a eu l'appendicite. Le 3 mai, et il a été évacué par hélicoptère de la garde côtière vers l'hôpital de Saint-Joseph à Hancock, qui était le plus proche, dans le Michigan, où il a subi son appendicectomie d'urgence. C'est ça qui lui a fait détester les soignants plus tard, ou non? Non, je vais pas te dire, mais du coup voilà. Par la suite, Richard retournera à Chicago chez sa sœur pour le post-opératoire, classique pour récupérer. Voilà. Le 20 mai, il retourne travailler auprès de l'équipage du même bateau Clarence B. Randall, sur lequel il sert jusqu'au 14 juin. Donc là, on a quand même bien avancé dans le temps. À cette date, il va se saouler, se disputer avec l'un des officiers du bateau, et il sera débarqué le 15 juin. La semaine suivante, il va séjourner à Saint Elmo, un asile de nuit de l'East Side de Chicago. Pour information, c'est juste une petite donnée que j'ai trouvée comme ça. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'il était fou. Ensuite, il va reprendre le train. Il va se rendre ensuite en train à Houlton, dans le Michigan, où il loge à la Douglas House pour rendre visite à une amie, parce qu'il avait des amis, Judy Lacaniemi, une aide-soignante de 28 ans, qui est en instance de divorce, et avec qui il s'est lié d'amitié à l'hôpital Saint-Joseph, là où il s'était fait opérer de son appendicite. D'accord. Tout va très vite dans sa vie quand même, lui. Là, c'est vraiment une timeline, comme tu disais tout à l'heure, extrêmement rapide. En l'espace d'un an et demi, c'est fulgurant. Puis à partir de 66, c'est vraiment ultra rapide. Je vois. Donc cette même Judy lui donne $80 pour l'aider à trouver du travail. Ça, c'est le 27 juin. C'est pas rien, $80 déjà pour l'époque. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Là, j'ai pas refait la comptabilité sur savoir combien ça donnerait aujourd'hui, mais c'était pas mal. Et il repart près de sa sœur Martha à nouveau à partir du 27 juin. Pendant les 2 semaines suivantes, le 30 juin, le beau-frère de Speck le conduit à nouveau au bureau d'embauche de la Marine nationale dans le quartier de Jeffrey Manor de South Deering à Chicago pour déposer ses papiers pour une carte de marin cette fois-ci. Le bureau d'embauche se trouve à un pâté de maisons à l'est des 5 maisons de ville en briques de 2 étages, dont 3 étaient occupées par des infirmières étudiantes seniors du South Chicago Community Hospital et des infirmières diplômées d'échange philippines. On commence à approcher. On se rapproche, ouais. Parce que là, on n'est pas sur la garde-côte, on est sur le bureau d'embauche de la marine. Ouais, voilà. J'ai compris. Ouais. Là, on va arriver quelques jours avant le meurtre. D'accord. Donc, on arrive début juillet 66. Le 8 juillet 66, on approche vraiment on est vraiment à quelques jours du meurtre. Accompagné de son beau-frère, il récupère sa carte de marin et s'inscrit pour une place sur un navire au bureau d'embauche. Ce même jour, il y a une place sur un bateau, un cargo à destination du Sud-Vietnam qui est disponible, mais le problème, c'est qu'un marin plus ancien et expérimenté obtient la place. Donc, il retourne encore chez sa sœur pour le week-end. Le 11 juillet, Richard, qui dépasse les espérances de sa sœur, parce qu'il essaye de repartir sur de bonnes bases et recherche active d'emploi, etc. Il y va tous les jours pour voir s'il y a du boulot, enfin voilà quoi. À nouveau accompagné de son beau-frère le 11 juillet, il retourne au bureau de la Marine nationale pour attendre une place sur un bateau. Sans succès encore pour ce jour-là. Du coup, là, il va pas réembêter sa sœur. Il dormira dans la maison d'hébergement de Pauline à environ 1,5 km du bureau national de la Marine. Ouais, toujours dans le même quartier, quoi. Exactement. Est-ce qu'il a fait des repérages à ces moments-là? Probablement. Enfin, en tout cas, il a vu qui passait par là, en tout cas. Quand tu dis, comment t'as dit, la maison d'hébergement de Pauline, c'est quelqu'un qu'on connaît ou c'est juste que ça s'appelle comme ça? Non, ça s'appelle comme ça. Okay. C'est le nom de la maison, si tu veux. Chez Pauline. Ouais, c'est Pauline. C'est chez Pauline, c'est ça. Mardi 12 juillet, il retourne au bureau d'embauche. Il reçoit une affectation sur un pétrolier qui se trouvait par contre à 30 minutes de route de Chicago, à East Chicago pour être précis. Il arrive sur place et il se fait attribuer une fin de non-recevoir. Retour à la case départ, en fait le poste a été pourvu entre-temps à un autre gars.
C'est en train de travailler sa frustration petit à petit, là, non? Oui, complètement. Il revient au bureau des embauches, sauf que le bureau des embauches, entre-temps, il a fermé. Donc, il n'a pas assez d'argent pour une maison d'hébergement. Donc, du coup, il va déposer ses bagages à 6 pâtés de maison à l'est de la station-service Manor Shell et il va dormir dans une maison inachevée juste à côté de la East 103 Road Street. 13 juillet. On est en squat, là. Ouais. 13 juillet, Richard récupère ses sacs et repart à la charge au bureau d'embauche. En colère d'avoir été envoyé une mission inexistante la veille, il discute. En fait, il y a sa sœur qui vient entre-temps. Il discute avec elle dans sa voiture, apparemment, un long moment, vers 9h du matin. Il se gare sur la 100e rue, la toute première rue qu'on a vue au tout début. À côté de l'école élémentaire Luella, en face de la maison de ville où vivaient les infirmières. 10h30. Agacé d'attendre au bureau de... Ça c'est nous, tu sais, les Français. On a marre d'attendre au bureau de poste. Donc au bureau de la Marine nationale, avec les $25 que sa sœur lui a donnés, il part et marche environ 2,5 km vers l'est sur la 100e rue pour s'enregistrer au Shipyard Inn, une auberge de l'East Side, à l'angle de la 101e rue East et de la Street Avenue North. S'ensuit une journée de beuverie dans les tavernes alentours avant d'aborder une dame, Ella Mae Hooper, sous la menace d'un couteau. Donc il l'aborde pas en mode gentil. C'est une femme de 53 ans qui avait passé toute la journée à boire elle aussi dans les mêmes tavernes que lui. Il a dû la repérer et il la menace. Il l'amène dans sa chambre au Shipyard Inn. Il la viole. J'allais te dire, il la menace pour la voler, mais en fait, un peu plus. Voilà, tout à fait. Il la viole, il lui vole son pistolet. Elle avait un pistolet noir Rom calibre 22. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était vendu par correspondance pour $16. Je pense que ça existe toujours, la vente par correspondance d'armes aux États-Unis. Mais c'est marrant, ce qui peut nous choquer, nous, ici. C'est le droit de posséder des armes, c'est constitutionnel là-bas. C'est important pour eux. C'est un droit indéfectible pour eux. Donc, il la viole. Et je crois qu'il la tue, je ne l'ai pas noté, ça, tiens. Mais il la tue, oui, aussi, il me semble. Oui, parce que c'était son deuxième meurtre. Donc, il se change, il s'habille tout de noir, s'arme du pistolet et d'un couteau à cran d'arrêt. Encore une fois, c'est son arme préférée, apparemment. Il dîne dans une maison voisine, retourne boire au Shipyard Inn jusqu'à 22h20, puis il s'en va, marche 2,5 km sur la 100e rue Est jusqu'au 2319 100e rue Est, la maison des étudiantes infirmières. Et du coup, tu dis qu'il s'est habillé de noir, donc en fait, il préméditait quelque chose. Il préméditait quelque chose. Parce que là, il a un pistolet qui est une arme nouvelle pour lui, il a son couteau à cran d'arrêt favori qui l'a déjà aidé à faire tout un tas de crimes et délits, et voilà, là, il s'habille en noir pour aller dans la nuit, quoi. Tout à fait. Ok. Alors, lui, après, a posteriori, il dira ce qu'il avait prévu. D'accord. Donc il a vraiment une arrière-pensée. Il a une arrière-pensée qui n'est pas celle-là, mais il y a des doutes quand même sur ce qu'il va dire. Ok. Plus tard. Ok. Alors là, je vais commencer à vous décrire donc cette nuit du 13 au 14 juillet. Il va y avoir des scènes assez choquantes. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop ce genre de passage, vous pouvez avancer un petit peu. Donc je vais vous remettre un petit peu dans l'ambiance. En cette période d'été juillet 66, la journée du 13 est marquée par des orages accompagnés de pluies légères. Il y a une présence de fumée dans l'atmosphère. Alors j'ai pas trouvé d'où venait cette fumée, mais bon, j'imagine que c'était c'était industriel. Donc bon, j'imagine que ce sont des Chicago, fumées ça a toujours été une grande ville industrielle dans ces époques-là. Exactement. Une grosse ville de production, puis notamment manufacturière. Il y a des orages, ça veut dire qu'il fait chaud, c'est humide, donc forcément il y a tout qui est cloisonné. Enfin, les nuages restent à l'intérieur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La température était de 32 degrés au plus chaud et la minimale de 21,1 degrés. Une journée lourde, humide, suffocante. Donc on imagine, comme tous ceux qui vivent une journée de ce type-là, la fatigue s'accumule vite, on est moite, on est plus facilement agaçable. Enfin, on sait ce que c'est, quoi. En ce moment particulièrement, c'est ça. Donc Richard, on va
Voilà, Richard, il a bu toute la journée, il a violé, tué pour la seconde fois. Il se rend dans les rues, il erre jusqu'à la maison de ville des infirmières. Et donc là, je vais te dire il s'est habillé tout de noir parce qu'apparemment, il affirmera plus tard en tout cas qu'il souhaitait seulement réaliser un cambriolage. Mais en fait, à chaque fois qu'il a cambriolé quelque chose, à chaque fois ça s'est mal passé. À minima, il y avait un viol. Oui, tout à fait. Donc il est environ 23h lorsqu'il s'arrête devant cette maison, 23h20, des étudiantes infirmières. Et là, il rentre par la porte arrière de la maison, armé de son couteau à cran d'arrêt. Il entre silencieusement. Il croise une première fille, qui est Corazon Amurao, la survivante, qui est à ce moment-là, elle, dans une chambre avec 2 autres de ses colocataires. Quelques instants plus tard, Richard réveille toutes les colocataires. Il les rassemble dans une même pièce. Il les ligote, les bâillonne avec des draps et les y laisse pendant plusieurs heures. Il agit avec calme, froideur, décrira Amurao. Tout semble calculé, apparemment. Il porte même pas de quoi cacher son visage. Donc, en général, c'est jamais bon signe pour les personnes. En même temps, il était ivre, alors je sais pas si il avait la pleine maîtrise de toutes ces... Après, il avait l'air de boire beaucoup. Hein. Il y en a qui ont quand même un certain bien degré. L'alcool, quoi. Ouais, voilà. Une à une, il amène les étudiantes dans une autre pièce, où il les tuera froidement. Certaines seront étranglées, d'autres poignardées, et voire même les deux. Donc, on a toutes les victimes. Là, je vais vous donner les détails de ce qui leur est arrivé. Tu peux voir ici, je te montre la photo des 8 infirmières qui sont décédées. Et là, c'est lui en dessous, là ? Ouais. Ah, j'ai déjà vu sa tête. Mais il est connu quand même. Hein. Ouais. Donc, on a Nina Jo Schmal, 24 ans, étranglée avec un drap. Pamela Lee Welkening, excusez-moi pour la prononciation des noms, 20 ans, poignardée et étranglée. Susan Bridget Faris, 21 ans, égorgée. Patricia Anne Matusek, 20 ans, battue et poignardée. Marianne Jordan, 20 ans, poignardée à plusieurs reprises. Merlita Gargulo, 23 ans, étranglée et poignardée. Valentina Passion, 24 ans, battue et étranglée. Gloria Jean Davy, 22 ans, la dernière, violée et étranglée. On a une intervalle de 20 à 30 minutes entre chaque meurtre. C'est horrible parce que pour le coup, dans la file d'attente, quand oui, elles entendaient. Elles entendaient. Oui. Il y a, j'imagine que ça a dû faire du bruit, qu'elles criaient, parce que là tu disais que il les a bâillonnés. Ouais, il les ligote, il les bâillonne. Et il les tue les unes après les autres. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, il change de mode opératoire quasiment à chaque fille. Tu vois, entre je t'égorge, je t'étrangle avec un drap, je te poignarde, c'est... Et puis une qui le viole. Ouais. La dernière. Ouais. Parce qu'il avait plus de temps. Il n'a pas décrit après. Non, parce que s'il avait voulu toutes les violer, déjà c'est plus compliqué de violer 8 personnes à la suite, je pense. Oui. Mais c'est sûr que tu peux pas enchaîner aussi facilement, quoi. Ouais. Et ce qui est curieux aussi, c'est de le faire de les amener dans une pièce voisine, tu vois, tu vas la chercher, alors que finalement, tant qu'à les tuer toutes, il les poignardait les unes à côté des autres et c'était fait, je sais pas. C'est bizarre dans sa tête, mais en même temps, bon, c'est compliqué de se projeter dans la tête d'un meurtrier, quand même. Ouais. Mais après, c'est un peu particulier parce que on n'a aucune donnée qui dit qu'il avait repéré spécifiquement cette maison-là avec, tu vois. Et on se doute qu'il les avait repérées parce qu'il traînait dans ce quartier-là, qu'il avait vu qu'il y avait des jeunes filles qui habitaient là et qu'il n'allait pas tomber sur un mec ou tu vois des trucs comme ça. Mais oui, puis sur les photos que tu m'as données, bon, c'est pas très radiophonique ou podcastophonique, je sais pas comment on dit. En tout cas, c'est un peu l'archétype de ce qu'on pense être l'infirmière ou l'étudiante infirmière des années 60, avec la petite tenue, le col Claudine fermé, le brushing, les cheveux qui sont courts globalement, qui arrivent à la nuque, quoi, avec la coupe de cheveux des années 60 un peu bombée. Ouais, c'est ça. Et
je sais pas si on appelle ça une cornette, mais l'espèce de petit chapeau infirmier, là. Ouais. Pour moi, cornette, c'était un truc de sœur, tu sais. Mais je sais pas si... c'est à peu près pareil. Oui, j'imagine ça. Donc c'était ça. Donc c'est sûr que s'il a repéré cette maison-là, il s'est dit, en fait, dans cette maison-là, il y a que ces profils-là. Ouais, il a pas l'air, tu vois, quand tu m'en parlais au départ, je pensais que c'était un gringalet un peu teigneux, mais en fait, il a l'air quand même bien bâti, 1m80, physiquement, il prend facilement le dessus sur chacune d'elles individuellement, et c'est sûr que, en plus de ça, armées, elles avaient aucune chance. Et elles étaient toutes seules, donc il y avait aucune chance pour que d'autres personnes entendent dans la maison. Il y a du voisinage, mais... Mais dans une maison mitoyenne, quoi. Ok. Vas-y, je te laisse reprendre. Et donc ça a duré en tout... 5 heures. Parce que là, tu m'as dit, il y a 7 victimes, hein, c'est ça? 8 victimes, mais 9 personnes. Il s'en est pas rendu compte qu'en fait, qu'il y avait une 9e personne. Enfin, il l'a vue au début, puisque c'est la première qu'il a croisée. Oui, mais après, elles se ressemblent toutes, du coup, dans la folie, dans la rage. Exactement, c'est ça. Tu peux très bien perdre un petit peu le compte de... Voilà. Mais c'est vrai que... en fait, si tu veux, pendant qu'il y a une des colocataires qui était amenée par Speck, Corazon, elle a profité de ce moment-là pour aller se cacher sous un lit. D'accord. Elle n'était pas attachée, elle? Elle s'est faufilée. Si, elles ont toutes été attachées. Ok. Voilà. Et donc, elle a été cachée, et puis comme ses amis, elle entendait tout ce qui se passait, toute l'horreur qui se passait autour d'elle. Et voilà, quoi. Ok. Donc, ça a duré 5 heures, l'histoire. Après son massacre au petit matin, vers 4h30, pensant ne laisser aucun témoin, ne laisser derrière lui aucun témoin, il s'en va. Il repart avec son couteau, quelques objets qu'il a récupérés sur place, et il s'en va. Amurao, elle reste cachée, tétanisée par la peur, on la comprend, sous le lit, jusqu'à environ 6 heures. Donc pendant 1h30, elle reste sans bouger sous le lit. Avec 8 personnes mortes dans la même... et je pense une mare de sang par terre. Alors, c'était dans la pièce d'à côté après. Donc elle, en fait... Alors ça, c'est des données que j'ai retrouvées, mais je les ai pas retrouvées partout. Il y avait noté qu'en fait, elle bloque la porte la porte d'entrée, parce qu'en fait, il avait peur qu'il ne revienne. Donc elle bloque la porte, et elle attend un petit peu, et elle décide de crier par une fenêtre, pour attirer le voisinage, en fait. Donc en gros, si tu veux, elle crie « Oh mon Dieu, elles sont toutes mortes ». Donc du coup, la police arrive très rapidement sur les lieux. Les empreintes digitales sont récupérées aussi, qui vont confirmer l'identification de Speck grâce aussi à ce qui avait été pris chez les gardes-côtes, pour rappel. Et Amurao va faire un... Portrait robot. Voilà, le portrait robot dont je vous ai parlé au début, et de son faciès, et de son tatouage. Sachant qu'il a, je sais pas si tu vois là sur la photo, il a les restes de pas la variole, c'est la maladie de peau là qui laisse... Oui, mais c'est pour ça que il a les cratères un peu sur le visage. Oui. Et c'est pour ça que j'ai déjà vu son visage qui effectivement est marqué. Il est dissymétrique, son visage, en plus. Mais effectivement, il a une tête vraiment particulière. Par contre, son tatouage, donc c'est né pour déchaîner les enfers. Ouais. Il l'a fait quand? Alors, ça c'est une grande question. J'ai fait énormément de recherches dessus. Parce que du coup, il avait quand même un projet derrière ça. Oui. Alors, j'ai aucune réponse. Parce qu'il a commencé, enfin, il a eu une carrière criminelle avant, on l'a vu tout à l'heure. Mais à un moment, il se dit quand même, tiens, je vais à ce point vriller pour pouvoir faire ça. Ou alors, il l'a fait peut-être plus tard en prison. Mais non, elle l'avait déclaré non, comme... parce que Amurao l'a décrit. Donc, j'ai aucune donnée. Ce qui est sûr, c'est qu'il l'a fait avant ce meurtre, forcément, puisqu'il a été décrit. Quand? J'ai rien trouvé. Je n'ai vraiment rien trouvé. Même Arthur Moriarty, il a pas noté, il l'a pas dit à quel moment ça a été fait. Probablement en prison, sur une de ses multiples arrestations. Mais j'ai vraiment trouvé aucune donnée là-dessus, quoi. D'accord. Donc voilà. Alors, donc il tue. Amurao appelle au secours, la police arrive. L'enquête est très très rapide, quoi, pour le coup, puisqu'il trouve tout de suite qui est le coupable, avec les empreintes digitales, le portrait robot. Mais il n'est pas arrêté. Donc, qu'est-ce qu'il fait entre le 14 et 15 juillet? C'est pas documenté. Par contre, on le revoit à partir du 15 juillet, au soir. Il est retrouvé grâce à un vagabond
qui va l'identifier comme un compagnon de beuverie, en fait, si tu veux, sur les escaliers de secours d'un hôtel dans lequel le vagabond dort. Ce même vagabond, le 16 juillet, va reconnaître le portrait robot de Speck fait avec l'aide d'Amuraou et qui a été diffusé dans les journaux, en fait, sur le journal du soir. Il appelle la police vers 21h30 apparemment, mais la police ne va pas répondre, en fait. L'appel a été vraiment répertorié, mais ils n'ont pas répondu. Pour quelle raison? Ça, ils étaient occupés. Enfin voilà, ça a pas été. Ils n'ont pas été répondus, quoi. Après, un meurtre et demi par jour, 3 meurtres tous les 2 jours, c'est sûr que ils ont du boulot. Ils ont pas mal de boulot et que finalement, bon après là c'est quand même un meurtre de masse où t'en as 8 d'un coup, quoi. Ouais. Dans cette même chambre, Speck il va tenter de se suicider. Le réceptionniste va alors appeler les urgences. Alors je crois qu'il me semble que Speck il est descendu et qu'il a vu Speck dans cet état vers minuit. Et du coup, il va l'amener à l'hôpital du comté de Cook vers minuit et demi le 17 juillet. Un docteur va l'accueillir, docteur Leroy Smith, ou Leroy, je sais pas comment il prononce là-bas. Leroy, docteur Leroy Van Smith, classique. 25 ans, c'est un résident en chirurgie. Et en fait, il va reconnaître l'homme grâce à un article de journal sur le tatouage de Speck, qui avait été bien décrit. Et donc, on l'a en anglais, ça y est. Born to raise hell. Donc, né pour semer l'enfer ou pour déchaîner les enfers. En français, c'est souvent traduit par déchaîner. Donc, la police est prévenue, il est arrêté. Donc, c'est très rapide aussi. Le procès, maintenant, qui va être lui aussi, il va pas être très long, mais il va y avoir de rebondissements après. Alors, on va commencer par, il y a eu, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, si tu veux, au début, il y a eu des inquiétudes. Quand ils ont arrêté Speck, la police, ils ont mis 3 semaines à l'interroger. Parce qu'en fait, il y a eu des petits soucis, parce qu'en fait, il y a eu une décision en 1966 qui s'appelle la décision Miranda. Ah oui, vous avez le droit de garder le silence, tout ça. Voilà. En fait, ils avaient peur. La décision Miranda, c'est une décision historique de la Cour suprême des États-Unis qui établit que toute personne arrêtée doit être informée de ses droits constitutionnels avant un interrogatoire policier. Ouais. Donc le droit de garder le silence, droit à un avocat, et le fait que tout ce qu'elle dira pourra être utilisé contre elle au tribunal. Oui, mais c'est ce qu'on voit maintenant dans toutes les séries. Tous les films, ouais. Et d'ailleurs, c'est effectivement des fois décrit comme étant ce mot Miranda, je l'ai déjà entendu dans ce genre de choses-là. Et que effectivement, il y a des gens qui ont été pour des vices de procédure relâchés ou on a arrêté les poursuites parce que les droits Miranda, je sais pas comment on dit exactement, ont pas été respectés. Les droits Miranda. Et en fait, ils ont mis 3 semaines parce qu'en fait, ils avaient peur qu'il n'ait pas compris ses droits, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc avant le procès. Après, il semble pas très semble pas hyper fin, quoi. Avant ce procès, toute la question va être de savoir si Speck était fou dans le sens psychiatrique du terme, ou sain d'esprit au moment où il a commis ses meurtres. Responsable pénalement ou pas, quoi. Exactement. Oui, c'est assez classique. Vu le tableau, c'est a priori pas très rationnel de se dire qu'en 5 heures, on fait ça. C'est ça. Donc, le juge de cette affaire, juge Herbert Pachen, va nommer un groupe impartial de médecins pour évaluer l'état mental de Speck, de son attitude à être jugé, premièrement, et de sa santé mentale au moment des faits. Ce groupe, il est composé de 3 médecins proposés par la défense et 3 par l'accusation. Donc, sur ces 6 médecins, 5 psychiatres et un chirurgien généraliste. Un chirurgien ? Oui, généraliste. Oui, ça me choque pas, généraliste. Ça, maintenant, c'est vrai qu'on le fait plus trop. Les chirurgiens se surspécialisent tout de suite, mais à l'époque, ça me choque pas d'avoir des chirurgiens généralistes. Par contre, pour juger de l'état mental alors j'ai beaucoup de sympathie pour mes confrères chirurgiens, mais c'est pas déjà que nous, les médecins, on n'est pas forcément aptes à juger de la psychiatrie ou de l'état psychiatrique des gens. Mais bon. Pourquoi pas un chirurgien généraliste, C'était en 1960 et aux États-Unis en plus. Donc bon, là, les rapports sont quand même différents. Laissons le bénéfice du doute à notre chirurgien généraliste pour évaluer l'état mental de Speck. Donc le rapport sur son état mental conclura qu'il est apte, non aliéné, au moment des meurtres. Et apte à avoir un... Il n'était pas fou.
Il était pas fou. Il était pas très fin, il était pas très intelligent, mais il était pas fou. Exactement. Ok. Pour le petit aparté, avant son procès, en attendant son procès, Speck il aura 2 séances 2 fois par semaine avec un psychiatre dans la prison du comté de Cook où il est. Et c'est le docteur Marvin Ziporyn qui s'occupe de lui. Il va continuer ses séances 2 fois par semaine, toujours avec ce même psychiatre, quand il sera transféré le 29 juillet 66 à la maison de correction de Chicago, jusqu'au 13 février 67. Des séances d'évaluation ou de traitement? D'évaluation. Okay. De traitement, pardon. D'accord. Donc du coup, jusqu'au 13 février 1967, la veille de son transfert avant son jugement. Le rapport de Ziporyn évoque que Speck est un homme tourmenté par des sentiments de dépression, d'anxiété, de culpabilité, de honte, tout en éprouvant un attachement profond pour sa famille. Il souligne également un trouble obsessionnel compulsif et une perception ambivalente des femmes qu'il considère comme des saintes jusqu'à ce qu'il se sente trahi. Attitude dite de prostituée Madonna. Ok. Donc en fait, oui, c'est tout l'un ou tout l'autre, c'est blanc ou noir. Exactement. Il n'y a pas d'intervalle entre les deux. Ok. Mais Ziporyn, là, le psychiatre, il faisait pas partie de l'équipe de spécialistes. Non, c'est un qui était à côté pour un suivi classique psy, quoi, si tu veux. Donc il y a quand même un terrain d'instabilité psychologique. Oui. Derrière. Ah oui. Mais qui n'altère pas son niveau de responsabilité pénale. Oui. Ok. En plus de ce rapport, la Ziporyn, de sentiment de dépression, d'anxiété, etc., il est diagnostiqué aussi avec un syndrome cérébral organique. Un diagnostic qui n'existe plus, ça? Écoute, je suis allée chercher ce que c'était. Donc là, j'ai trouvé que c'est la présence simultanée de perturbations de la conscience et de l'attention, de la perception, de l'idéation, de la mémoire, du comportement psychomoteur, des émotions et du rythme veille-sommeil. Ok. Ça, c'est la définition que j'ai trouvée. D'accord. C'est alors, quoi, terrain épileptique? Non. Alors là, ça serait dû à des lésions cérébrales qu'il avait subies plus tôt dans sa vie. Des lésions cérébrales qui ne sont pas relatées puisque j'en ai pas parlé. D'accord. Mais peut-être probablement dû à ces bagarres. Terrain neurologique polymorphe exact. Suite à. Ok. Bon. Ok. Ce médecin, il a déclaré lui aussi qu'il était apte à subir le procès, mais qu'il avait eu une folie temporaire au moment du crime en raison de la consommation d'alcool, de drogue, et que ça avait une conséquence sur son syndrome cérébral organique, en fait. D'accord. Ok. C'est bon? C'est compréhensible? Ouais, je vois. Après, oui, c'est vrai que s'il avait des lésions cérébrales et qu'il disait il avait un seuil épileptogène bas, que derrière il a pris des drogues, de l'alcool, il a pu déclencher une crise partielle qui a modifié son... Pourquoi pas? Alors, pour information, ce psychiatre n'a jamais témoigné ni pour la défense ni pour l'accusation. Parce qu'il a été découvert juge et partie. Parce qu'en fait, ils ont découvert qu'il avait passé un accord avec Speck avant le procès. Et en fait, son objectif était d'écrire un livre sur Speck pour en tirer un profit financier. Donc... C'est les États-Unis, quoi. Ouais, mais du coup, il s'est après, fait choper. Il peut vendre à Hollywood, tout ça, et se faire un maximum d'argent. C'est cool. Ouais, alors du coup, il s'est fait virer de la prison de Cook, quand même, là où il travaillé à mi-temps, il me semble, la semaine suivant la fin du procès. Ok. La biographie décrivant ce à quoi il ressemblait vraiment Speck est publiée à l'été 67. D'accord. Donc, vous pouvez le trouver si vous cherchez bien, je pense. Ça va enrichir notre petite collection après... le livre de Marcel Petiot, après les petits fur et à mesure comme ça. C'est pas le même acabit quand même, c'est pas le même type de meurtrier, je trouve. On remplit notre bibliothèque. Ouais. Alors, on arrive sur le procès. Donc, le procès devant jury va commencer le 3 avril 67. Alors, à Peoria, dans l'Illinois, et pas à Chicago. Donc, c'est Peoria. C'est à 260 km de Chicago. C'est une ville de taille moyenne, façon bourgade de type industriel, rural. Et en fait, elle a été sélectionnée pour maintenir un procès équitable. Parce qu'en fait, comme je te l'ai dit au début, ça a tellement été médiatisé. J'imagine que ça a été difficile de réunir un jury qui ne connaissait pas l'affaire. Exactement. Donc ça a été très compliqué. Donc du coup, le juge a décidé d'aller très loin.
pas très loin, à 260 km pour se dire une petite ville de taille moyenne, comme ça on sera... Pour dépayser le procès de façon sereine. Voilà, c'est ça. Le massacre est assez loin de la population quand même, de proximité, donc qui sont peut-être un peu moins dans le truc, quoi. D'accord. Dès le début de l'affaire, on a une ordonnance de non-publication qui a été faite pour la presse, avec pas moins de 14 restrictions pour la presse. Je ne vais pas toutes te les citer. Hein. Ok. Ça, c'était pour pas... Pour maximiser l'impartialité du jury qui devra être sélectionné. Ouais, pour les maintenir dans leur bulle. Ouais, parce qu'il faut savoir que, en fait, le procès, il y a une espèce d'avant-procès aux États-Unis. Il y a une sélection du jury. Il faut 12 jurés plus des suppléants. Ces gens sont des gens qui sont inscrits sur les listes électorales, bien évidemment. Et en fait, après sélection et convocation de ces gens, chaque juré est interrogé par l'accusation et la défense pour établir une impartialité de chaque juré. On appelle ça le voir dire. Mais ils appellent aux États-Unis, c'est un mot français en fait. Ouais. Le voir dire, et c'est prononcé voir dire, apparemment. Et dans cette affaire, la constitution du jury a été très compliquée de par la couverture médiatique et pas vraiment de décompte officiel. De décompte officiel, mais il y a au moins, minimum, 250 personnes qui ont été interrogées, enfin pas interrogées, mais convoquées en tout cas. Ces personnes, celles d'avant, il y en a beaucoup qui ont été récusées dans cette affaire en raison de leur avis tranché sur la peine de mort. Sur leur avis contre la peine de mort. D'accord. Oui, sur des gens qui sont contre la peine de mort. Ils ont été évincés. Et pour des convictions religieuses... Parce que je suppose que tu vas nous dire tout à l'heure si Chicago en 66, il y avait... on risquait la peine de mort pour ce genre d'acte ou pas, quoi. Oui. S'il y avait... si c'était aboli, je sais même pas trop où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Il y avait la peine de mort. Ok. Donc forcément, il y a des gens qui étaient pour, contre, des gens qui avaient déjà leur avis très tranché avant. Et en général, ceux qui étaient contre la peine de mort, ceux qui avaient des convictions religieuses de pardon envers son prochain, tout ça, ils étaient évincés. Ce qui va avoir un impact sur la condamnation plus tard. Okay. Je t'en parle plus tard. Après, le procès, hormis l'abattage médiatique, qui n'a pas été vraiment très compliqué. Enfin, je veux dire, il y avait une preuve, celle du témoin. Il y avait une preuve avec les empreintes digitales, donc les preuves matérielles. Les empreintes digitales relevées sur les lieux, qui correspondaient à celles de Speck, qui ont renforcé ces preuves. Et le témoignage clé de Corazon Amurao, qui est la seule survivante des attaques et qui a formellement identifié Speck pendant le procès, puisqu'elle y est allée. En fait, si tu veux, à un moment donné, elle s'est levée et elle a pointé du doigt et a dit « c'est cet homme ». Donc bon, ça laisse pas trop de place au doute. Donc, du coup, le 15 avril 66, soit 12 jours plus tard, et 49 minutes de délibération, le jury déclare Speck coupable et demande la peine de mort. C'est vraiment pas beaucoup, 49 minutes. Hein. Ils étaient vraiment très... Parce qu'en fait, ils doivent se prononcer à l'unanimité et sans... comment ils disent, sans l'ombre d'un doute, mais sans doute... Le doute n'a pas été très long. Ouais. Le 5 juin, le juge Pachen condamne Speck à la peine de mort par chaise électrique avec un sursis immédiat en attendant l'appel automatique. La condamnation est confirmée par la suite par la Cour suprême le 22 novembre 68. Ça aurait pu se finir comme ça. Sauf que, comme je te l'ai dit plus haut, l'abattage médiatique de cette affaire a compromis la condamnation. Excusez-moi. Alors souvent, quand ils sont condamnés comme ça, en plus, c'est des condamnations... genre, par exemple, là, s'il a été condamné à la peine de mort, il a dû être condamné 8 fois à la peine de mort. Alors, oui, il y a beaucoup de... C'est des peines consécutives, là-bas, des peines qui s'ajoutent. Alors, même si ça... Si c'est un peu... Si ça peut paraître ridicule d'être condamné 8 fois à la peine de mort, mais globalement... au moins, on est sûr qu'il sortira pas, quoi. Pas comme nous, où t'as 20 ans, et puis finalement, tu sors au bout de 10 ans, parce que les remises de peine, tout ça, et que... Au moins, si t'as 800 ans de trucs... si t'as 300 ans de... bon, au moins, tu restes quand même en place. Bon, bref. Donc là, t'es en train de me dire que finalement, il va peut-être pas être condamné à mort. Peut-être. Donc, en fait, la condamnation par les médias, en fait, est jugée trop partiale sur l'idée de la peine de mort, en fait, si tu veux. Donc, en 71, la Cour suprême des États-Unis annule la peine de mort en raison de l'exclusion inconstitutionnelle de jurés opposés à la peine de mort. En conséquence, le 21 novembre 72, à Peyrora, on retourne là-bas, le juge Richard Fitzgerald, là on a changé de juge, l'a
va changer la condamnation, donc c'est plus une condamnation à mort, mais une peine de prison de 400 à 1200 ans de prison pour 8 chefs d'accusation consécutifs allant de 50 à 150 ans, puis réduite, dans la foulée, de 100 à 300 ans. Ok, bon, en gros, emprisonné à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, et il va quand même mourir en prison, mais pas sur la chaise. C'est ça. Donc là-bas, on a fini C'est comme ça qu'il est fini. C'est comme ça que se finit l'histoire. Mais, je vais te faire la suite. Quand même, il y a un petit mais. Est-ce que Speck s'est confessé? Est-ce qu'il a dit oui, c'est bien moi? Est-ce qu'il a avoué? Est-ce qu'il a avoué? Ouais. Il a avoué à 3 reprises. Le premier moment, la toute première fois, il va avouer qu'il n'a aucun souvenir de ses crimes. Mais il a avoué ses crimes au docteur Leroy à l'hôpital du comté de Cook, juste avant qu'il se fasse arrêter par les policiers. C'est juste après sa tentative de suicide. Ouais. Sauf que le témoignage de ce médecin n'a pas été pris en compte lors du procès. C'était comment la tentative de suicide? Je suppose que c'était pas les médocs. Non, c'était pas la médoc, c'est pas précisé. Vraiment, j'ai pas trouvé. Non. Parce que vu le profil, ça devait être une tentative violente, coup de couteau, pendaison, j'en sais rien. Enfin bon, bref, il devait pas avoir tous ses esprits pour pouvoir dire ça, et je pense que ça a pas dû être retenu. Non, c'est ça. Donc en fait, le témoignage du médecin n'a pas été pris en compte. Parce que Speck était sous sédatif. Donc le procureur de l'époque du comté de Cook dira plus tard, nous n'en avions pas besoin de toute façon, nous avions un témoin oculaire à Murao. Sa confession publique, deuxième fois. Il fera 2 aveux pour la première fois au public auprès du chroniqueur Bob Greene du Chicago Tribune en 78. Donc on est déjà quelques années plus tard, là. On est... Tout à fait. C'est 10 ans après la condamnation. Tout à fait. C'est la seule interview qu'il va accorder à la presse, sachant que Speck n'aimait pas les journalistes apparemment. Donc il aura accordé qu'une seule fois, une seule interview à ce Il n'avait pas le côté narcissique que certains grands criminels ont. De se dire, de se vanter, de se mettre en avant. Tu vois, il aurait pu, comme BTK par exemple, qui pour le coup, lui, il s'était inventé un surnom, mais il n'avait pas ce tatouage né pour déchaîner les enfers. Mais par contre, il aurait pu très bien survendre son personnage de grand méchant et de grand monstre, mais là, il n'a pas cherché à ça. Non. Il n'a pas cherché à exploiter cette image-là. Non, du tout. On va voir qu'après quelques années après, il va y avoir d'autres petites choses au niveau médiatique, mais on n'y est pas encore. Pendant cette interview, donc il avoue publiquement ses meurtres. Il a même dit qu'il pensait sortir de prison d'ici l'an 2000. Voilà, et puis 32 ans plus tard, 32 ans après la condamnation, 22 ans après l'interview. Mais tu vas voir, il n'est pas sorti de prison. Il a déclaré aussi que pendant ces meurtres, il n'avait eu aucun sentiment. Donc il dit « Je n'avais aucun sentiment de toute cette nuit-là. Ils ont dit qu'il y avait du sang partout, je ne m'en souviens pas. Je n'avais pas l'impression d'avoir ressenti quelque chose. Je suis désolé pour ces filles, pour leur famille et pour moi. Si je devais recommencer, ce serait un simple cambriolage. » Et les dernières pensées de Speck pour le peuple américain fut « Dites-leur simplement de continuer à me haïr. Je sais que cela leur remonte le moral et je ne sais pas ce que je ferais sans cela. » D'accord. Ouais, c'est un peu particulier. Bah écoute, ouais. La 3e fois qu'il va avouer ses crimes, ça va être un peu, il avoue ça un peu en off, si tu veux. C'est un film qui a été réalisé. Tu sais, les détenus, ils ont des clopes, des portables. Bon, pas à cette époque-là, mais. Dans quelle année là? Là, j'arrive en 88. Ouais, donc il n'y avait pas effectivement les portables. Il y a des petites caméras, il y a des. Bon, dans une prison, on a accès à tout, quoi. Ok, ouais. En gros, si tu veux. Et il y a un petit film qui est fait par un des détenus du centre correctionnel de Stateville, là où il est incarcéré. Et en fait, Speck, il raconte en détail les meurtres. Il va déclarer qu'il était sous l'emprise de drogue cette nuit-là. Du coup, tu m'as parlé d'alcool, tu m'as pas parlé de drogue. Alcool et drogue. Ok. Mais en fait, la drogue, elle est sortie par là, donc c'est comme ça qu'on sait qu'il avait de la drogue, quoi. D'accord. Et que, en fait, pour lui, il déclare là, sur ce dernier petit film, que la drogue n'était pas une circonstance atténuante, parce qu'il aurait très bien pu le faire sobre. Voilà. D'accord. Dans son 3e aveu, c'est la dernière chose qu'il a dit, qu'il aurait pu le faire sobre aussi. Ouais. Donc il avait déjà l'idée de faire ça. De toute façon, il avait déjà probablement tué 2 fois, au minimum.
il avait déjà agressé des gens au couteau, il avait déjà... Ouais. Ouais. C'est ça. Alors pendant... Après, oui, je sais pas si... Oui. Il y a peut-être le côté désinhibition qui a fait que... ou Alors... Parce que tuer 8 personnes en 5 heures, avec un certain nombre de... Enfin, oui, il faut quand même être... soit complètement déconnecté et puis déshumaniser complètement ses victimes, soit se dire je perds un petit peu les repères et je perds le temps qui passe, je perds... Je pense que c'est compliqué parce que, enfin, je veux dire, déjà, on n'est pas dans la tête d'un tueur. Et quand tu commences à tuer quelqu'un, tu regardes bien les gens qui sont pendant les guerres, les trucs comme ça, et les gens ils sont complètement déconnectés. Tu vois bien, puisqu'après il y a les syndromes post-traumatiques, machin et tout. Tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait ton cerveau il déconnecte complètement, il est en mode automatique, quoi. Tu dis ceci, ouais. Ouais. Alors dans cette histoire, un petit peu avant et pendant le procès, on a eu une scientifique. Alors, j'ai pas gardé le nom exactement, mais plusieurs scientifiques qui ont sorti que Richard Speck aurait le syndrome du XYY. Tu en as déjà entendu parler ? L'anomalie chromosomique ? Ouais. Donc, le syndrome XYY, pour ceux qui ne savent pas, c'est le syndrome du super-mâle, qui est une anomalie chromosomique rare. Alors, c'est comme ça que la description est faite. Non, parce que Falciparum est en train de faire une tête un peu... Voilà. Où l'homme possède un chromosome Y supplémentaire. Donc on a 47 XYY au lieu de 46 XY. Donc en fait, dans les années 60-70, il y a une théorie qui est très controversée qui suggérait que les hommes atteints de ce syndrome étaient prédisposés à la violence et à un comportement criminel en raison d'un excès de testostérone supposé les rendre plus agressifs. Donc il a été dit que Richard Speck avait ce syndrome XYY. Ça a été dit sur quels éléments ? C'est une scientifique qui a dit il doit avoir ça. Donc, oui, mais elle lui a fait un karyotype, elle lui a fait quelque chose. Oui, ça a été fait. Laisse-moi finir. Vas-y. Donc en fait, au début, c'est les médias qui ont un peu spéculé, qui ont dit qu'il était porteur de ce syndrome. Et en fait, la réalité, c'est qu'il y a des tests génétiques qui ont été réalisés après son arrestation, qui ont confirmé que Speck avait un karyotype normal, 46XY. Oui, donc... aucune anomalie génétique n'a été détectée qui pourrait accuser ces actes, en fait. Après, tu peux avoir une testostéronémie plus élevée que... Enfin, 2 hommes avec karyotype XY standard ont des testostéronémies différentes et une imprégnation différente. Oui, mais à l'époque... Et de toute façon, tout ne s'explique pas par ça. En fait, à l'époque, le climat scientifique disait que... aujourd'hui, c'est complètement discrédité, en fait, ces choses. Et puis, en plus, ça a été discrédité très rapidement, en fait, par d'autres scientifiques, en disant que le comportement antisocial et violent lié à XYY n'avait aucun rapport. Mais au départ, il y avait une tension un peu d'animosité entre plusieurs scientifiques qui disaient que oui, c'est le XYY qui fait que les gens ils sont violents et qui sont amènent à faire de la violence. Ouais. Sauf qu'en plus, il y a plein de preuves qu'il y a plein de criminels qui ne sont pas XYY et qui ont fait des crimes, quoi. Ouais. Donc du coup, ça a été complètement démystifié dans les années 70-80 et prouvé que les XYY vivaient une vie tout à fait normale sans être agressifs plus que les autres. Après, ça a toujours ce genre d'affaires un peu médiatisées, comme ça peut toujours faire... Tout à fait. Enfin, il y a des gens qui essayent de se faire mousser sur ce type d'affaires. En fait, c'est simplement sa vie chaotique qui fait que il est devenu comme il est et puis c'est tout, quoi. Il a pété son câble sur une accumulation d'échecs professionnels. Juste avant, il y avait son épouse son ex qui a épousé quelqu'un. Enfin, voilà. Oui, puis il avait pas des bases hyper solides dans la vie avant non plus, parce qu'il a dérivé longtemps et longuement avant. Il a appris petit à petit que les limites pouvaient toujours se repousser un peu plus loin et que malheureusement, rien que ça peut suffire à... Ok. Alors, et du coup écoute, qu'est-ce qui s'est passé après son incarcération ? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était au centre correctionnel de Stateville à Crest Hill, dans l'Illinois. Il a été surnommé Birdman. On parlait là qu'ils ont des surnoms. Lui, il a été surnommé Birdman d'après le film de Birdman of Alcatraz, car il avait une paire de moineaux qui volaient dans sa cellule, en fait. Parce qu'on rappelle qu'il tuait pas les petits animaux, lui.
j'ai aucune donnée là-dessus. Il était décrit comme quelqu'un de très solitaire, qui gardait une collection de timbres et aimait beaucoup écouter la musique. Ses contacts avec le directeur comprenaient des demandes de nouvelles chemises, une radio et d'autres objets très banals, quoi, si tu veux. C'était un grand bon à rien qui passe son temps, apparemment, selon le directeur. C'était pas non plus un prisonnier modèle. Hein. Il était souvent pris avec de la drogue ou de l'alcool distillé. Les sanctions pour de telles infractions ne l'ont jamais arrêté. En même temps... alors, il aurait dit « Comment m'ai-je avoir des ennuis ? Je suis ici pour 1200 ans. » En même temps, j'aurais répondu la même chose. Bah oui. J'en ai rien à foutre, quoi. Comment tu vas être plus puni que quand t'as déjà un millénaire de prison à faire devant toi ? Ok. Alors, il y a un agent du FBI qui s'appelle Douglas, de l'unité de sciences de comportement du FBI, qui fait référence aussi, qui a écrit un livre sur sa carrière. Et en fait, il parle un peu d'un événement qui s'est passé en prison qui est très révélateur, qui Speck lui a révélé qu'en fait, Speck a trouvé un moineau blessé qui était entré par l'une de ses fenêtres brisées et il l'a soigné. Lorsqu'il a été suffisamment en forme pour se tenir debout, il a attaché une ficelle autour de sa patte et l'a fait se percher sur son épaule. À un moment donné, un gardien lui a dit que les animaux étaient interdits, enfin les animaux domestiques. Et du coup, Speck lui a dit, je peux pas l'avoir. Et du coup, il est allé vers un ventilateur en rotation. Il a jeté le petit oiseau dans le ventilateur. Alors, je m'attendais à ce genre de fin, mais tu vois, je le voyais briser la nuque du truc, du moineau à la main. Non. Le coup du ventilateur, je m'y attendais pas. C'est dégueulasse quand même. Hein. Putain, avec tout le sang, les viscères, machin, c'est dégueulasse. Et les plumes. Ouais. Et en fait, il y a apparemment le gardien, il lui a dit... Je ne regarderai plus jamais notre ventilateur de la même manière. Pas celui-là, l'autre plutôt. Mais en plus, il y a des grilles maintenant, c'est compliqué. Donc le gardien lui a dit, je pensais que tu aimais cet oiseau. Et Speck lui répond, c'est vrai, mais si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Ça prouve pas une grande maturité intellectuelle. Non, c'est pas vraiment trop, un comportement de gamin, ça. Oui. Non, mais c'est... ça fait tellement cliché de tueur de masse comme ça, enfin de femme, en fait, tu vois. Mm-hmm. Si je peux pas l'avoir, personne ne l'aura, quoi. Ok. Entre 76 et 90, Speck va demander 7 fois sa sortie de prison. 7 fois, ça sera refusé. Et il va mourir le 5 décembre 1991, après avoir été transporté quelques jours avant l'hôpital, dans un hôpital, suite à... Il avait fait des plaintes des douleurs thoraciques, quoi, si tu veux, et il a été emmené là-bas, puis il a fait son arrêt cardiaque à l'hôpital le 5 décembre 91. Mm-hmm. Il avait le cœur apparemment hypertrophié, un emphysème et des artères obstruées menant à la crise cardiaque. Ok. Alors, pour ce petit élément, sur le fait de récupérer le corps, il a de la famille encore. Mm-hmm. Sa sœur, la petite, il me semble... Alors, en fait, le truc, c'est que j'ai trouvé plusieurs données différentes. Il y a une donnée qui me dit, une version qui me dit que personne n'a réclamé son cadavre, qu'il a été mis dans le carré des indigents. Non, qu'il a été... Alors ça, c'est un truc qui revient, c'est qu'il a été brûlé et qu'il est retourné cendre, quoi. Si tu veux. Et que personne ne sait où il a été mis, par contre, pour éviter, tu sais, toujours de faire des... Comment ça s'appelle ? Tu sais ? Oui, un pèlerinage. Voilà, des pèlerinages. Une autre version dit que la sœur de Speck aurait récupéré le corps pour le faire incinérer et disperser dans un lieu tenu secret dans la région de Joliette. Ok. Voilà. Donc on a deux versions, celle que j'assume pas mon frère et la version j'assume mon frère. Ok. Alors, la dernière information que j'ai sur cette après-arrestation, on va dire. En 96, il y a un présentateur du journal TV de Chicago, Bill Kurtis. Je crois qu'il est connu, lui, en plus, Bill Kurtis. Aucune idée, je regarde pas le journal télé à Chicago. Bon, bref, qui reçoit une cassette vidéo envoyée par un avocat anonyme. Cette cassette, qu'est-ce que c'est ? Une vidéo de 2 heures tournée au centre correctionnel de Stateville en 1988. Dessus, on a Speck qui pratique du sexe oral sur un co-détenu. Bah voyons. Ah ouais, pourquoi pas. Partageant une grande quantité de cocaïne avec un autre. Défilant en culotte de soie, arborant une gynécomastie. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un homme qui a de la poitrine, de femme, qu'il aura eu avec des traitements hormonaux, apparemment de contrebande. Ouais. Et se vantant, il a dit dans la vidéo, s'il savait à quel point je m'amusais, il me laisserait en liberté. D'accord.
Derrière la caméra, on a un autre détenu qui lui demande s'il a bien tué les 8 infirmières. Il répond « Bien sûr que je l'ai fait ». Et le détenu, l'autre, lui demande pourquoi. Speck hausse les épaules et dit en plaisantant « Ce n'était tout simplement pas leur soirée », ajoutant « Je n'avais aucun sentiment. Si vous me demandez si je me sentais désolé, non ». Et il a décrit en détail l'expérience d'étrangler quelqu'un aussi. Ce n'est pas comme à la télévision. Cela prend plus de 3 minutes. Il faut avoir beaucoup de force. Voilà. Cette vidéo, elle a été présentée devant la justice. Et apparemment, dès la scène de sexe oral, ça a été arrêté. Voilà. En même temps, il était mort depuis 5 ans. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à la justice? Je sais pas, mais il me semble que c'était pour voir par rapport à... Le seul truc qui aurait été intéressant, c'est que dans la vidéo, tu vois, il parle des meurtres d'avant. Parce que bon, là, malheureusement, pour nos victimes étudiantes infirmières, finalement, le sort était connu et puis ça faisait pas de suspense. Mais par contre, effectivement, ça aurait été intéressant d'éclairer d'autres sur les 2 potentiels meurtres, dont lequel on a pu reparler. Alors, la survivante, Corazon Amurao, qu'est-elle devenue? Elle a poursuivi sa carrière dans le domaine médical. Elle a obtenu son diplôme d'infirmière. Elle a travaillé dans le secteur de la santé, du coup, forcément. Elle a fondé une famille. Elle est mariée et a eu 2 enfants et 6 petits-enfants. Elle a donné une seule fois une interview après la mort de Speck en 91, mais a choisi plutôt de rester à l'écart des médias et de préserver sa vie privée. Par contre, elle est en contact régulièrement avec le procureur général de l'époque, William Martin, un autre procureur. Et aujourd'hui, elle a 81 ans. Ok. Et pour la toute fin, puisque les meurtriers inspirent beaucoup de choses, notamment des podcasts. Ou des œuvres de fiction. Voilà. Ça inspire souvent les arts, et notamment le 7e art, tout ce qui est littérature, de toute façon, les meurtriers comme ça. Donc on a quand même 5 films sur grand écran qui sont sortis entre 67 et 2012. Je vais pas tous vous les donner, parce qu'il y a quand même pas mal de... Il y en a un qui s'appelle Speck, quand même. Tout simplement. On a 5 épisodes et documentaires à la télévision. On a beaucoup de livres, mais il y a 5 livres notables que je vous mettrai en lien, pas en description, mais sous la vidéo, enfin, sur le Patreon. Tu m'as dit que le psy, il avait sorti son livre. Ouais, tout à fait. Et voilà. Ce qui est quand même pas mal. On a quand même beaucoup de 5 films, 5 documentaires, beaucoup de livres, une multitude de livres, donc 5 qui ont très bien fonctionné. Donc voilà. C'est sur ça que se finit ce premier podcast. Bah oui. Mon premier podcast. Ton premier épisode rien qu'à toi et que tu as écrit de bout en bout. C'était une expérience que tu as bien vécue ou que tu as mal vécue? Très bien. Écoute, je suis plutôt contente. Après, il y avait beaucoup de dates. Donc je pouvais pas les retenir forcément, donc j'ai dû les lire. Même si finalement la timeline est assez courte. Ouais, en fait la concentration c'est vraiment très condensé. En fait, j'ai beaucoup de choses à te dire sur un temps très 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 court en fait. Ça a escaladé très très vite et très très fort. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il m'a un peu, tu vois, l'histoire m'a beaucoup, alors pas intéressée mais marquée quoi, tu vois. Donc voilà, j'étais beaucoup aimée. La projection, c'est sûr qu'elle est plus évidente quand c'est des étudiantes infirmières qui sont massacrées. C'est sûr que t'es tout de suite dedans, quoi. Oui. Alors, de quoi tu veux nous parler sur le prochain épisode? Écoute, là, je reprends la main sur le prochain épisode. Et là, je vais parler d'un sujet qui m'est cher, parce que là, on sera dans mon cœur de métier. On va aller en Allemagne, et on va parler d'une cancérologue. Alors, c'est pas par rapport. Il est un peu cheleux dans son cœur. C'est pas par rapport à l'Allemagne, mais on va parler d'une cancérologue qui avait la morphine facile. ça va donner des bons trucs, ça aussi. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que tu as bien aimé la manière dont j'ai fait les choses. J'ai vraiment bien aimé cette histoire que je te dis, j'avais écouté il y a un petit moment chez Ars Moriendi que j'avais découvert à ce moment-là, de façon très graphique, parce qu'il est beaucoup plus graphique. On vous conseille d'ailleurs son podcast
et son Patreon pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans son univers, qui est vraiment à part dans l'univers des podcasts de True Crime. Vous le retrouvez après sur toutes les plateformes, hein, Spotify et tout. Vraiment, il est vraiment super. Hein. C'est ça. Et donc oui, ça m'a fait. C'était intéressant de redécouvrir un petit peu cette histoire et malheureusement ces destins brisés comme ça. On évoquera d'autres destins brisés aussi on parlera, je crois que c'est cette saison qu'on parlera de Romain Dupuis aussi. Et puis enfin d'autres cas de cette nature-là, parce que c'était important aussi. De soignants qui ont été détruits. Bah il y a comme on va en parler aussi de ceux de Pau. Bah c'est Romain Dupuis, c'est l'affaire Romain Dupuis. Et donc on vous les annoncera. En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur toutes les plateformes. On est sur Apple Podcast, on est sur Spotify, on est sur YouTube, on est sur Ocha, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram, on est sur Facebook. MedicineCity.podcast. C'est ça, on est Medicine City un peu partout, Medicine City Podcast. Et n'hésitez pas à nous écrire des petits commentaires, on a hâte de vous lire, de lire nos premiers commentaires. Voilà, on a eu des commentaires des personnes... Les retours, et puis... Ouais, on a eu des retours en privé plutôt de la famille, les amis. Mais pour ceux qui commencent à nous écouter, qui ne nous connaissent pas, n'hésitez surtout pas. Ouais, et en parler autour de vous, et puis nous dire un petit peu ce que vous aimeriez qu'on traite, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite. Même si notre liste est déjà un peu grande à cette heure. Ouais. On n'est pas à l'abri d'en avoir oublié. Bon. Et sur ce, je pense qu'il est temps de refermer ce chapitre. Oui. Et de vous laisser vous méfier des ruelles sombres de la ville. Et de vous dire à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.